Je poursuis avec la deuxième capsule de la semaine numéro 10. On avait parlé de l'influence de la taille des grains sur les propriétés mécaniques à la fin de la capsule précédente. J'avais montré que les aciers pouvaient recristalliser lors simplement de la transformation allotropique. Donc, un chauffage au-dessus de AC3 permet l'apparition, bien entendu, d'austenite, ce qui va se produire lors des opérations de traitement thermique, en soudage, dans la zone surchauffée, près du cordon de soudure, ainsi que dans toutes les opérations de mise en forme à chaud, communément appelées le corroyage. Donc, à chaque fois, ces opérations-là amènent du métal à partir de l'équilibre à l'austenite au-dessus de A3, et cette austenite-là apparaît par germination, donc de nouveaux germes d'austenite qui apparaissent à travers les anciens grains de ferrite et de perlite. Et dépendamment de la vitesse de chauffage, si le chauffage est plus rapide, on obtient plus de germes, donc plus de grains, des grains plus petits. On a montré aussi qu'un temps prolongé pouvait amener à un grossissement de grains en fonction du temps. Donc, c'est ce qui va pouvoir être réalisé, c'est ce qui va se produire lors des opérations de mise en forme, de traitement thermique, soudage. Dans les traitements thermiques, ce phénomène-là est plus susceptible de se produire à la surface des pièces massives lors des traitements thermiques, parce qu'étant donné la massivité de la pièce, la durée de la mise en solution requise est plus longue pour permettre au centre des pièces d'atteindre des températures suffisantes et permettre la diffusion du carbone. Mais pendant ce temps, la surface, elle atteint la température avant. Et donc, les grains ont plus susceptibles de grossir. Ce que vous voyez ici, c'est un cordon, la représentation d'un cordon de soudure. Donc, ceux qui se dirigent en mécano soudé, vous aurez l'occasion de parler beaucoup l'an prochain du phénomène de grossissement de grains lors des opérations de soudage. Vous voyez ici la microstructure dans le métal de base, à proximité du cordon de la zone fondue, des grains qui sont plus gros. La zone fondue, elle, c'est habituellement du métal d'apport qui est qui va provoquer des grains plus de grosseur plus standard. Tandis que dans la métal de base, là où il y a une surchauffe, les grains ont grossi très très rapidement. On se retrouve dans ce qu'on appelle la zone affectée thermiquement, donc la zone de liaison entre le métal de base et le métal d'apport. C'est à cet endroit-là qu'on est plus susceptible d'avoir des grains très importants, donc dans la zone en rouge ici, où les températures atteintes peuvent approcher les 1400 à 1500 degrés C, donc juste avant le point de fusion du métal d'apport de la zone fondue qui, elle, a dépassé les 1500 degrés C. Et à 1200 degrés C, même au-dessus de 1200, le grossissement de grains dans l'austenite est extrêmement rapide, de sorte que pendant la durée de chauffage, les grains ont pu avoir le temps de grossir de manière assez notable. Et au fur et à mesure qu'on s'éloigne de la zone fondue, que la température de chauffage a été de plus en plus basse, parce qu'on s'éloigne de la zone fondue qui était très chaude, ben, on voit que les grains sont de plus petits parce qu'ils n'ont pas atteint des températures suffisantes, soit pour faire apparaître l'austenite, ou si l'austenite est apparue, de nombreux germes, les germes n'ont pas eu le temps de, de grossir parce que la température était trop basse. Donc la vitesse de grossissement des grains était plus faible. Donc, cette zone-là où on voit des grains très gros, ça s'appelle l'azate. Vous allez avoir l'occasion probablement de réaliser des cordons de soudure pendant la dernière année, de vérifier l'effet finalement de certains paramètres de soudage comme le courant, la taille des plaques, les alliages, etc., la vitesse d'avance, le nombre de passes, et puis de faire des métallographies pour en constater la taille des grains et même peut-être même faire des essais mécaniques pour vérifier, valider le fait que s'il y a apparition, la rupture va s'amorcer et se réaliser généralement dans la zone la plus faible, en l'occurrence là où les grains sont les plus gros, là où la limite élastique est la plus basse. Et s'il y a l'assemblage aussi, des gros grains vont causer, bien entendu, aussi peuvent causer des ruptures fragiles, advenant le cas où l'assemblage est à subir des chocs. Donc, la taille des grains, c'est un aspect extrêmement important en soudage.
non pas, non seulement important d'être capable de réaliser les cordons de soudure, mais il est tout aussi important de faire en sorte que la microstructure de l'acier dans l'assemblage puisse ne pas compromettre les propriétés mécaniques et la résistance de l'ensemble de l'assemblage. Donc la taille est importante, le grain est très importante euh, parce que ça affaiblit l'assemblage. Donc il va falloir, en soudage, on fait en sorte de choisir des paramètres de manière à limiter le plus possible le phénomène du grossissement de grain. Donc, par la limitation du courant, par exemple, ou par la multiplication du nombre de passes en fonction des plaques, de l'épaisseur des plaques ou de l'alliage. Donc, ça, je pense que j'ai pas mal tout dit là, concernant les assemblages soudés en rapport avec le traitement éternel. J'essaie de réfléchir à savoir s'il y a d'autres choses intéressantes à dire avec ça. Non, puis soit dit en passant, là, les aciers qu'on l'on soude les plus souvent, ce sont des aciers qui possèdent moins de carbone. Je vais vous l'expliquer, je vais rentrer un petit peu plus dans les détails tout à l'heure là-dessus, parce que ça aussi, ça va garantir finalement une certaine qualité des assemblages, du moins une non-fragilité. Donc, l'augmentation de la taille des grains en soudage va dépendre de l'épaisseur des plaques soudées, de la nature de l'acier de base, donc l'alliage, le type de procédé de soudage utilisé, donc, procédé à l'arc, procédé à l'électrode enrobée, il y a toutes sortes de procédés de soudage, et même au laser, au plasma. Donc, tout ça va influencer finalement la susceptibilité de faire apparaître une zone affectée thermiquement et sa taille aussi. Il y a d'autres paramètres aussi qui vont influencer l'augmentation de la taille des grains en soudage. Il y a le nombre de passes, comme j'ai dit tout à l'heure, en fonction de l'épaisseur des plaques. Donc, il est peut-être nécessaire de multiplier le nombre de passes, qui va aussi servir à limiter l'énergie, la puissance d'énergie injectée afin de diminuer le grossissement des grains. Donc l'énergie de l'arc électrique, qui sont autant de facteurs qui vont influencer la susceptibilité au grossissement des grains dans la zone affectée thermiquement, communément appelée la ZAT, dont vous allez entendre beaucoup parler en mécano-soudé, donc pour ceux qui se prédestinent au mécano-soudé l'an prochain, avec Sylvie, vous allez entendre parler de la ZAT et avec Théo aussi probablement. Et en soudage aussi, on peut voir apparaître ce type de structure-là qui s'appelle la structure de Windman-Staten, qui est une structure qui découle d'un refroidissement particulier, donc qui est une structure, premièrement, ce qui est important de dire, c'est que c'est une structure ferritique. Quand on la regarde, elle nous fait penser à de la martensite parce que vous remarquez une structure en aiguille. Donc, vous avez une métallographie de la Windman-Staten au centre. Vous avez un morceau de fer avec une structure de Windman-Staten en aiguille aussi à la surface que vous voyez. Donc, ça ressemble à la martensite, mais il ne faut pas s'y méprendre. Ce n'est pas de la martensite, c'est de la ferrite. Donc, c'est pour ça que j'ai mis un réseau cubique centré à côté pour rappeler que c'est de la ferrite. Mais c'est pas de la ferrite équiaxe comme on est habitué de le voir à l'équilibre chez l'acier, c'est plutôt une ferrite aciculaire en aiguille qui a 3-4 directions différentes. Donc, et ça donne en métallographie l'apparence que vous voyez à l'écran. Et dans des conditions de soudage, à une certaine distance de la zone surchauffée, du cordon de soudure, il y a nécessairement des conditions qui vont faire apparaître une zone de Windman-Staten dans le métal de base à proximité du cordon. Donc, vous allez probablement, en soudage, ceux qui s'en vont en mécano-soudé aussi, avoir l'occasion d'étudier un peu plus en détail, un peu plus profondément, et voir même la faire apparaître dans vos assemblages soudés. Euh, je vais vérifier, voir si... je vais juste prendre le temps de vérifier si mon capteur de son fonctionne correctement. Donc, voilà. OK. Voilà. Donc là, j'ai remarqué qu'il y avait une petite chose de pas normale qui s'est passée ici. Voilà. OK. Donc, ça va bien. Parfait.
mon écouteur, le son ne rentrait plus, donc je poursuis. Donc, en espérant que ça ne se reproduise pas. Donc, oui, vous avez ici la structure aciculaire de ferrite en forme d'aiguille. Donc, c'est caractéristique que vous avez ici à droite un échantillon qui se retrouve à être un échantillon de météorite dont la structure est en aiguille. Les météorites de fer, lorsqu'ils atterrissent au sol, ils ont eu l'occasion de chauffer à une certaine température et et subir un certain cycle de refroidissement lors de la rentrée en atmosphère. Donc, quand la météorite arrive à très grande vitesse, elle pénètre l'atmosphère. Donc, au fur et à mesure que l'atmosphère se densifie, le frottement fait en sorte que la friction avec la température extrêmement élevée échauffe l'échantillon. Et en même temps, l'échantillon, par résistance de l'air, la météorite finit par ralentir, ce qui va diminuer l'échauffement au fur et à mesure, donc provoquer une espèce de refroidissement lent. Et là, à un moment donné, l'échantillon va se mettre à refroidir parce que sa vitesse ayant beaucoup diminué. La friction n'est plus assez grande pour réchauffer l'échantillon. Au contraire, le mouvement de l'air provoque un refroidissement. Ce qui peut donner lieu à une structure de Windman-Stanton lorsqu'on a des météorites de fer qui atterrissent. Donc, c'est caractéristique, c'est typique des météorites, la structure de Windman-Stanton. Euh, Ce qui est important de dire aussi avec ça, c'est que en soudage, on peut la voir apparaître dans le cordon de soudure à certains endroits à une distance donnée par rapport à la zone fondue, là où les conditions de refroidissement le permettent. Donc, encore une fois, ceux qui sont prédestinés aux mécanos soudés, juste vérifier encore que mon son enregistre bel et bien ici. Oui, parfait. Ça me fait peur tantôt. Je me demande pourquoi mes haut-parleurs se sont fermés comme ça tout d'un coup. Donc, ici, vous avez en soudage, on peut recréer ces structures-là. Finalement, elles se recréent presque de manière automatique lorsqu'on réalise un soudage, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque vous réalisez une soudure, le cycle thermique imposé au métal est différent euh, par rapport à la distance, par rapport à la zone fondue, en s'éloignant de la zone fondue. Donc, il y a nécessairement un cycle thermique, un endroit qui a subi une montée à une certaine température, qui a subi une certaine vitesse de refroidissement, qui aura provoqué une structure de Windman-Stanton ou de la ferrite aciculaire. Donc, cette structure du nom de son découvreur a été constatée dans le fer météorite. Comme je l'ai dit tantôt, on a un autre ici météorite où on voit très bien la structure en aiguille là, à sa surface. Et il y a une ressemblance assez marquée avec la martensite formée dans un acier à basse teneur en carbone. Donc, si on compare, mettons, la structure de Windman-Stanton avec de la martensite, vous voyez, là, j'ai mis les deux images, ça se ressemble beaucoup. Donc, là, attendez un instant, j'ai reculé sans faire exprès. Donc, la WID, qu'on appelle pour les intimes, c'est moins long et moins compliqué à prononcer. Donc, la WID est caractérisée par une orientation cristallographique selon trois ou quatre directions. Donc, c'est de la ferrite dans trois ou quatre directions différentes, telles que représentées ici. Donc, elle se forme à partir de l'austenite, qui est représenté ici par bêta. Je ne sais pas pourquoi on en représente par bêta, mais c'est par bêta. Et elle se forme à partir des joints de grains, mais dans certaines directions, de manière aciculaire. Et les conditions qui permettent de faire de la Windman-Stanton, elles sont assez précises. Donc, elles dépendent de la température atteinte et de la vitesse de refroidissement et de la teneur en carbone. Donc, vous avez ici une image à droite qui représente à la fois ces trois paramètres-là. Vous voyez les domaines de formation de la Windman-Stanton. Le graphique, la partie inférieure du graphique, c'est la teneur en carbone et ainsi que la vitesse de refroidissement en degrés Celsius par minute. Donc, ce qu'on remarque tout de suite, là, si on parle de teneur en carbone, c'est que la Windman-Stanton, elle est possible d'apparaître des teneurs en carbone entre 0,1 et 0,25% à peu près, lorsque l'acier est chauffé à haute température. Donc, c'est pour ça qu'on la voit souvent en soudage,
Parce que le plus souvent, en soudage, on soude des aciers à basse teneur en carbone. Ils sont plus faciles à souder, des aciers de construction par exemple. Donc c'est toujours des aciers qui contiennent autour de 0,1, 0,15, 0,2% de carbone qu'on va souder le plus souvent, avec pas trop d'éléments d'alliage dedans pour faciliter la soudabilité. En passant, les aciers qui se trempent bien, euh, en même temps, ça soude mal. Pas parce qu'on n'est pas capable de réaliser le cordon, c'est juste que lorsque les aciers se trempent bien, chose qu'on ne veut pas faire lorsqu'on soude, on ne veut pas tremper l'assemblage pour le rendre fragile, mais ça donne que si vous soudez un acier qui se trempe bien, bien, le cycle thermique, le refroidissement lent, peut amener l'apparition de martensite dans l'assemblage qu'on ne veut généralement pas avoir. Donc, ça soude, autrement dit, la qualité du cordon, du point de vue mécanique, elle est plus médiocre en termes de résistance au choc. Donc, les aciers qui se soudent bien, ce sont des aciers qui sont plus pauvres en carbone et qui ne contiennent peu ou pas d'éléments d'alliage, parce que peu importe le cycle thermique, que le refroidissement soit rapide ou lent, il y a moins de risque de former de la martensite, donc de ne pas obtenir un alliage trop fragile, un assemblage, c'est-à-dire trop fragile. Ça prend une vitesse de refroidissement élevée pour former de la Windman-Stanton pour des taux de carbone qui sont plus bas. Vous voyez là, pour les aciers à bas carbone, la vitesse de refroidissement pour former de la Windman-Stanton doit être très élevée. Là, on parle de 900, 1000, 1100 degrés C par minute. Et il faut aussi que la température de chauffage, ça ici, les températures que vous voyez, c'est la surchauffe. Autrement dit, c'est le nombre de degrés Celsius au-dessus de A3. Donc, plus les aciers à basse comme teneur en carbone, plus on surchauffe, plus on a de chance aussi d'obtenir de la Windman-Stanton. Donc, W, c'est Windman-Stanton dans les images. Gray, c'est acéculaire ou granulaire. Donc, en résumé, une teneur en carbone relativement faible, entre 0,1 et 1,2, une vitesse de refroidissement élevée, ainsi qu'une température de chauffe élevée, plus grand que 1100 degrés C. Ça favorise tout ça l'apparition de la structure de Windman-Stanton. Bref, des conditions qui ont de grandes chances d'être réunies en soudage. De sorte qu'on va presque tout le temps l'observer à un endroit donné dans le cordon de soudure. Ben, pas dans le cordon, mais à côté du cordon, dans la zone affectée. Maintenant, on change de sujet complètement. On va aborder la trempe superficielle. Donc, la trempe superficielle qui fait l'objet finalement de notre cinquième laboratoire, qui consiste à tremper uniquement la surface de l'acier. Quel est l'intérêt? Pourquoi on fait ça? On va commencer par expliquer ça en premier lieu. Donc, la trempe superficielle permet de modifier les caractéristiques mécaniques d'uniquement la couche superficielle d'une pièce en acier. Donc, la couche, c'est-à-dire le cœur de la pièce, on essaie de ne pas y toucher. On essaie de ne pas la modifier. On veut modifier uniquement la surface jusqu'à une certaine profondeur. Et c'est quoi l'intérêt d'une trempe superficielle? Pourquoi on va tremper uniquement, autrement dit, oui, c'est la trempe. Pourquoi on va tremper uniquement la surface? Bien, premièrement, c'est pour augmenter la résistance à l'usure des pièces de mécanique. Donc, oui, vous allez me dire, ouais, mais si on trempe la pièce au complet, on va aussi augmenter la résistance à l'usure. Oui, mais ici, si c'est l'unique but, c'est de garder intact les propriétés mécaniques d'ensemble de la pièce, mais de uniquement vouloir augmenter la résistance à l'usure, puisque le phénomène d'usure ne fait intervenir que la surface de la pièce. Il n'y a pas de raison de modifier toute la pièce pour ça. On va donc ne modifier que la surface. Donc, augmenter la résistance à l'usure des pièces de mécanique. Comme par exemple, on le fait systématiquement pour des pièces qui ressemblent à ce que vous voyez à l'écran, l'engrenage dans un assemblage mécanique, où les dents vont être systématiquement trempées superficiellement, de façon à ce que lorsqu'elles rentrent en contact, les dents, lorsqu'elles rentrent en contact les unes sur les autres, pour faire rouler l'assemblage, bien que le frottement puisse ne pas causer de détérioration d'amorce de fissure qui pourrait amener par exemple des ruptures par fatigue sur la pièce. Donc de ne pas amener d'écaillage ou d'usure prématurée. On va essayer de garder les dents les plus lisses possibles, les plus intactes possibles lorsqu'elles se choquent entre elles, lorsqu'elles frottent entre elles. Parce que lorsque les dents
les dents rentrent dans la cavité de l'autre engrenage. Il y a un contact, là. C'est ce qui fait tourner l'engrenage sur un autre, là, c'est qu'il y a un contact entre les dents. Donc, il y a un frottement. Il faut donc protéger les dents d'une usure par frottement. Donc, on va faire la trempe superficielle. L'autre raison pour laquelle on va faire de la trempe superficielle, c'est plus spécifique, ça concerne les pièces qui sont plaquées au chrome, qui sont destinées à recevoir un plaquage au chrome. Avant de faire un plaquage au chrome sur certains aciers, on va procéder à une trempe superficielle. Et puis après ça, on va plaquer. Ça va faire en sorte d'empêcher la propagation des fissures dans les pièces plaquées au chrome dur. En réalité, ça va empêcher les fissures dans le dépôt de pouvoir se propager parce que la surface trempée va provoquer une contrainte de compression dans le dépôt de chrome et donc les fissures qui sont générées lors du procédé de plaquage, qui pourraient représenter des amorces de fissures par fatigue lorsque la pièce est en service, elles ne peuvent pas se propager parce que la couche en dessous qui est trempée met le dépôt en compression. Et les fissures ne peuvent pas se propager dans des zones de compression. Elles ne peuvent se propager que si vous voulez écarter la fissure, c'est-à-dire que si vous la mettez en traction. Donc ça, c'est l'autre intérêt là, de la trempe superficielle. Donc, par exemple, on va faire ça systématiquement pour les tiges chromées qui rentrent dans la fabrication des pelles mécaniques, donc la fameuse tige hydraulique qui permet le mouvement du bras. C'est des aciers micro-alliés, comme par exemple le 4140 ou le 4340 qui vont servir à ça. Ils reçoivent systématiquement une opération de trempe superficielle avant l'opération de plaquage. Et ça fait en sorte que les fissures qui sont générées de manière naturelle ou on ne peut pas y faire autrement, là, pendant l'opération de plaquage ne peuvent pas se propager elles ne peuvent pas représenter des amorces pour une rupture par fatigue, par exemple, à long terme. Donc, ça permet de garder l'intégrité, d'augmenter la durée de vie grandement de la pièce en question. Caractéristiques de la pièce trempée superficiellement. Donc, ce traitement permet d'obtenir simultanément deux caractéristiques opposées. Une grande dureté des surfaces trempées, donc pour la résistance à l'usure, mais aussi une grande résilience, ou si vous voulez, une résistance au choc ou ténacité de l'ensemble de la pièce, puisque la microstructure du cœur de la pièce, elle reste inchangée. Donc, mettons, si on on a une pièce, on veut réaliser une trempe superficielle, mais peu importe l'état de la pièce, qu'elle soit trempée, revenue auparavant, qu'elle ait été recuite ou qu'elle est laminée à chaud ou à froid, en principe, l'opération n'affectera pas du tout le centre de la pièce parce que le chauffage, la température n'aura jamais l'occasion de monter assez haut au cœur. On va ne vouloir que traiter la surface, on va ne vouloir que chauffer la surface, de manière à réaliser la trempe qu'à la surface, tout en préservant la microstructure et les propriétés mécaniques d'ensemble de la pièce. Donc, mettons, vous avez un acier qui est trempé et revenu avec un maximum de ténacité, puis qu'ensuite on prévoit une trempe superficielle, ce qui peut arriver dans certains cas. Bien, là, on a avantage, on ne veut pas perdre les propriétés, mais on ne peut pas perdre la ténacité de l'acier. Donc, on va ne faire un traitement qu'à la surface au final. Voilà. Il y a plusieurs façons de réaliser une trempe superficielle. Donc, il y a plusieurs méthodes. La première que je vais aborder là, pour terminer cette deuxième capsule de la 10e semaine, ça s'appelle la trempe euh, à la flamme oxyacetylène. Mais avant ça, de manière générale, on peut dire aussi que la trempe superficielle, l'opération, c'est toujours d'aller austénétiser la surface de la pièce. Et ça se fait très rapidement. Le chauffage doit être rapide à la surface. On maintient un certain nombre de secondes en solution, donc le carbone va rapidement se dissoudre dans l'austenite créé lors du chauffage de la surface, et rapidement on procède à la trempe martensitique.
Donc, on fait une trempe martensitique, mais uniquement à la surface. La trempe à laquelle on procède immédiatement à la sortie de l'appareil de chauffage peut être suivie d'un léger revenu. Donc, on peut faire un revenu non pas pour faire de la martensite revenue à la surface, mais plutôt pour, au besoin, réduire le niveau de contrainte provoqué par l'opération. Donc, c'est surtout un revenu de détente qui va être fait, mais ce n'est pas systématique. On va avoir besoin de le faire, par exemple, pour des pièces plus massives. On va avoir besoin de le faire. Et là, les zones trempées, ben, vous en voyez ici une coupe. On voit la partie grise qui a été trempée sur des dents d'engrenage. Hein. Ce qui est en blanc gris, c'est la zone trempée. L'épaisseur va varier. Donc, ça peut aller de 1 à 10 mm d'épais comme zone trempée, dépendamment des besoins. Et on peut modifier ces épaisseurs-là en jouant sur les paramètres de l'opération. Et le cœur demeure inchangé, bien entendu. Ici, vous avez le cycle thermique de la couche, pas de la couche traitée, là, mais de la trame superficielle. Oui, ça peut être de la couche traitée, le cycle thermique qui l'a subi. Donc, vous avez ici une représentation du diagramme d'équilibre à gauche. On va chauffer dans la zone qui est représentée en hachuré. Vous remarquez tout de suite que la zone est assez restreinte. Elle est restreinte pour certaines teneurs en carbone, un certain minimum puis un certain maximum. Tout de suite dire que les aciers qui sont destinés à recevoir la trame superficielle, ça prend un minimum de carbone pour avoir de bons résultats puis que ça en vaille la peine. Donc, généralement à partir de 0,35. Mais on va s'arrêter, on ne dépassera pas généralement 0,5 carbone pour d'autres raisons que je vais expliquer un petit peu plus tard. De sorte que là, on va chauffer, vous voyez, on chauffe au-dessus de AC3, une dizaine, 10 à 20, une vingtaine, quelques dizaines, 20 à 40 degrés au-dessus de A3. Et puis on va chauffer là un certain nombre de secondes. Vous voyez que le chauffage est quand même assez rapide, là, sur le cycle thermique qui est représenté à droite. Donc un chauffage limité et ensuite refroidissement rapide pour faire la trempe. Donc c'est quand même un cycle quand même assez court. Les aciers ordinaires, dont les teneurs en carbone sont moyennes, entre 0,35 et 0,5, comme par exemple les aciers 1035, 1040, 1045, 1050, 1536 aussi, ce sont des aciers qui se prêtent bien à la trempe superficielle. Et aussi quelques aciers faiblement liés, comme le 3135, le 4135, le 4140 et le 5046. Généralement, on ne veut pas que les aciers aient une trop bonne trempabilité. De toute manière, c'est inutile puisqu'on ne veut que tremper la surface. Et je vous rappelle que la trempabilité est importante chez un acier lorsqu'on veut obtenir des duretés élevées au cœur de pièces plus massives. Ici, on ne veut pas affecter le cœur. Donc, il est inutile d'avoir un acier avec une bonne trempabilité pour la trempe superficielle. Les mêmes déconseillés pour ne vraiment être certain qu'il n'apparaisse pas de bénite ou de structure de déséquilibre trop profondément dans la pièce. Non plus que c'est inutile parce que les éléments, plus les aciers ont de bonne trempabilité, plus ils coûtent cher à l'achat parce que ça implique des quantités d'éléments d'alliage plus importantes. Donc, c'est ce qui fait augmenter le prix des alliages. Donc, vous payez pour rien euh, des aciers trop dispendieux si vous prédestinez ces aciers-là uniquement à recevoir des trempes superficielles. Donc, ces aciers se prêtent fort bien. Là, la liste que je viens de faire à des traitements thermiques de trempe superficielle parce que le cœur des pièces reste suffisamment tenace. On n'a pas besoin de les affecter. Les teneurs en carbone sont moyennes. Et la faible trempabilité de ces aciers ne constitue pas un obstacle à l'obtention de couches durcies comprises entre généralement 55 et 60 Rockwell C. C'est les duretés de la martensite qu'on a entre 0,35 et 0,5% de carbone. Et pourquoi que généralement, là, vous allez me dire, ouais, mais pourquoi qu'on ne peut pas faire des trempes sous acier au-dessus de 0,5 carbone? On aurait ainsi des couches encore plus dures, ça serait encore plus intéressant.
Oui, effectivement, mais il y a un fort inconvénient, c'est que lorsqu'on fait une trempe superficielle, le choc thermique est très important. Vous savez que le choc thermique, là, c'est la différence de température entre le point le plus chaud et le point le plus froid dans l'acier. Et lorsqu'on fait de la trempe superficielle, on ne chauffe que la surface et le centre reste froid. Donc là, ce qui arrive, c'est que la surface qui monte à température très élevée veut prendre beaucoup, dilate beaucoup, à l'inverse du cœur qui lui veut complètement rester là où il a sa place parce qu'il est pratiquement pas chauffé. Donc, ce qui risque d'arriver, c'est que la contrainte très élevée provoque une fissure à l'interface jaune chauffé, jaune refroidi. Et cette propension à la fissuration-là dépend du taux de carbone, beaucoup. Donc, si le carbone est trop élevé, l'acier, de manière générale, les aciers, plus le carbone est élevé, plus l'acier a un comportement fragile. Ça, c'est de manière très générale. Ce qui fait que cette influence-là du carbone va se révéler d'autant plus de manière importante dans un contexte de transperficiel pour laquelle la contrainte générée est très importante dans une zone qui est trempée ou semi-trempée. Et là, vous risquez fort bien d'avoir une fissure, une tapure de trempe lors des opérations, ce qui est, à toute fin pratique, très déconseillé, bien entendu, parce que si ça arrive, bien, la pièce, elle est déclarée inutile après. On peut pas réparer généralement ce genre de problème-là, et donc on veut l'éviter à tout prix, de sorte qu'on va essayer d'éviter de faire des trempes superficielles des aciers plus fragiles, trop fragiles, c'est-à-dire avec des teneurs en carbone trop élevées, donc généralement pas au-dessus de 0,5%. Et là, je vous dirige vers la première façon que je vais vous montrer pour faire de la trempe superficielle, qui est la manière, disons, la plus ancienne, encore utilisée, mais beaucoup utilisée, mais qui a pris un peu moins de place dans les dernières décennies au profit de d'autres méthodes qu'on va voir plus tard. Donc, la trempe au chalumeau oxyacétylénique. Oxyacétylénique, ça fait référence à l'acétylène, qui est un gaz combustible. Donc, on chauffe l'acier avec une flamme entretenue par de l'acétylène et de l'oxygène, bien entendu. C'est pour ça qu'on dit oxyacétylénique, c'est le mélange combustible oxydant qui dégage de l'énergie, qui réagit. Donc, on oxyde l'acétylène avec de l'oxygène. On mélange les deux gaz, puis on fait une flamme à une température très élevée. Et on va se servir de cette flamme-là à la sortie d'un chalumeau qu'on va diriger vers la surface de la pièce retraitée pour réaliser l'austanétisation. Donc, la méthode au chalumeau utilise un mélange de gaz combustible et d'oxygène. Il y a un dispositif d'arrosage bien adapté à la pièce à traiter. Donc, le dispositif d'arrosage, bien entendu, qui va servir à réaliser la trempe immédiatement après le chauffage. Donc, la température très élevée, la puissance spécifique de la flamme oxyacétylénique permet la localisation précise de la zone de chauffage. Donc, l'idée, c'est de chauffer extrêmement rapidement, donc d'apporter beaucoup d'énergie dans un temps très court. Ça fait que c'est une méthode qui est relativement souple. Souple dans le sens que on peut prendre des petites pièces, des grosses pièces. On peut amener un poste c'est assez souple dans le sens que ça prend une bouteille, ça prend deux bouteilles, l'acétylène, l'oxygène. On peut amener un peu partout. Ça prend un chalumeau facile à allumer, puis on chauffe. Donc, c'est souple. Ça se prête bien au traitement des pièces passives. Donc, on peut aller chauffer de grandes surfaces comme ça, de cette façon-là, avec quelqu'un qui est habitué. Des pièces de forme irrégulière aussi. Donc, on peut amener le chalumeau là, partout où on veut, dans les angles, dans les coins, etc. Donc, comme ça va fonctionner comme pour les engrenages aussi. Et des pièces fabriquées de petites séries. C'est-à-dire pas un trop grand nombre de pièces pour pas que le coût d'opération soit trop élevé, qu'on puisse avoir un certain retour sur l'investissement malgré le petit nombre de pièces qui est fabriqué. Là, je vous amène une image là, de la trempe au chalumeau euh, la version, disons, automatisée, qu'on appelle la trempe au chalumeau oxyacétylénique générale instantanée, qui est une version automatisée de la trempe oxyacétylénique. Qui, par exemple, ici, ce que vous avez, c'est la section d'une tige circulaire auquel on veut faire une trempe superficielle.
On amène un chalumeau, une source d'oxyacétylène. On fait tourner la pièce très rapidement. La flamme, elle, bien entendu, elle reste immobile, mais on arrive ainsi à chauffer toute la circonférence sur une section donnée de la tige de manière rapide. Et tout de suite après, pendant que la tige continue à tourner sur elle-même, bien, il y a un dispositif d'arroseur qui vient faire la trempe. Donc, vous voyez, là, c'est un déplacement mécanique. Vous avez une photo ici, justement, à droite qui représente à peu près la même chose ici. Donc, ça permet de rendre automatique et plus rentable et d'assurer un rythme de production beaucoup plus rapide pour des pièces, par exemple, de géométrie, par contre, plus simples. Donc, pendant toute la durée du traitement, les pièces sont animées d'un mouvement de rotation rapide de 50 à 150 tours par minute. Puis la trempe est appliquée généralement aux pièces de révolution, c'est-à-dire circulaires, de petites et moyennes dimensions, comme des portées d'arbres, des pignons dentés, puis de petits diamètres, comme vous voyez là. Je vais vous montrer une petite vidéo qui montre très bien le procédé. Donc, vous avez ici un poste de trempe superficielle à la flamme que je vais faire fonctionner devant vous, comme ça ici. Je vais fermer le son. Voilà. Il y a un système de refroidissement ici. Donc, vous voyez l'engrenage ici qui est en train de se faire tremper superficiellement avec une flamme. Et il y a un système de refroidissement d'eau qui vient immédiatement après faire la trempe en tant que telle. Donc, la flamme, elle est derrière et vous avez le système de refroidissement qui suit. Voilà, la trempe, chauffage, trempe, par simple déplacement de l'assemblage du dispositif. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses intéressantes à voir avec ça. C'est la première fois que je vois ce petit film-là. Il y a d'autres choses ici. Donc, tantôt c'est le chauffage, là ça c'est la trempe. Et ainsi de suite. Si vous allez sur Google, puis vous allez taper Case Hardening Flame, C-A-S-E, Hardening, H-A-R-D-E-N-I-G, Flame, F-L-A-M-E, vous allez tomber sur plein de vidéos de ce genre-là qui montrent la trempe superficielle par flamme oxyacétylénique. Donc, je vais terminer déjà ici pour cette deuxième capsule. Donc, elle va être plus courte un peu que la première qui était probablement un peu trop longue. Et je poursuis avec les autres procédés disponibles en trempe superficielle pour la troisième capsule.